Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Philanthropie autour de ce personnage, Alzire Ella, la voix française de Stéphane Zweig. Alors, on s'aperçoit que la voix française de Stéphane Zweig, elle est plus que ça, en vérité, parce que c'est un personnage en tant que tel, et on pourrait le traiter sur plein de choses différentes. Là, c'est la vue à travers Stéphane Zweig. Donc, je voudrais bien quand même qu'on revienne sur à l'Ouest, rien de nouveau, parce que c'est quand même... alors, bien sûr, sur l'idée et le pacifisme et tout, c'est bon, c'était dans son idée. Mais si ça avait tant de succès en Allemagne, comment il a pu justement avoir la traduction ? Parce que lui, il n'était pas quand même... Par Stefan Zweig. C'est vraiment Stefan Zweig qui l'a... Oui, et puis qui l'a recommandé extrêmement chaudement auprès de l'auteur aussi, et qui lui a fait avoir ça. Ouais. Stefan Zweig avait quand même du poids déjà à l'époque. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et Alzire avait une facilité à traduire et une rapidité de traduction qui interpelle. Donc je pense que ça a joué. Oui, c'était en 29. Donc c'est vrai que Stefan Zweig était déjà reconnu. Oui, il avait un poids et puis il n'hésitait pas à prendre la plume et à dire voilà. Oui, et en plus il devait commencer à être sérieusement sensible à l'écrit d'Éric Maria Remarque, vu les positions qui avaient évolué durant la guerre. Ça lui correspondait bien à lui et au traducteur. Voilà, donc, ça correspondait pour les deux. Et c'est vrai que pour Alzire, ça a été un tournant. Il y a eu un avant et un après à l'Australie à nouveau. Et d'ailleurs, Zweig l'évoque énormément dans les lettres, en se réjouissant de cette bonne fortune, comme il dit, pour son ami. Ce qui est une obsession de Stéphane Zweig. Les bonnes fortunes. Ah oui. Il est vraiment... c'est énorme. Donc il n'arrête pas d'essayer de sécuriser Alzire comme il veut être sécurisé lui au niveau pécunier. Alors, c'est quoi ces premières traductions ? Parce que bon, Stéphane Zweig, si on commence à mettre sur le sol le nombre de bouquins qu'il écrit, ça va être délirant. Mais alors, c'était quoi ces premières traductions ? La première traduction, c'est Eugène Varga, c'est sur la dictature du prolétariat, ça n'étonnera personne. Après, il a traduit énormément d'auteurs. Il a traduit Andreas Latzko, il y a eu plusieurs auteurs, il y a toujours un petit peu... Il y a eu E.T.A. Hoffmann, il y a eu Jean-Paul, il y en a eu plein. Après, c'est sûr que c'est Zweig qui a pris le dessus. Alors justement, qu'est-ce qu'il en pensait, Stéphane Zweig ? Parce que Alzire, de ce que j'ai compris, c'est que il faisait quand même des propositions. Il allait plus loin que de la traduction. C'était pas de la traduction neutre. Il faisait des propositions de modifier. Ça passait pas toujours auprès des auteurs, d'ailleurs. Alors, par exemple, il a traduit à un moment Mourir de Schnitzler. Et il a dû avoir un... j'ai trouvé une lettre, alors on n'a pas... où Schnitzler lui dit... alors on n'a pas la lettre d'Alzire, on a celle de Schnitzler qui dit non, moi je veux pas... on ne va pas modifier mon texte, on ne va pas raccourcir mon texte. Donc Alzire en a pris note, c'est quand même lui qui a fait la traduction. Mais c'est vrai que Stefan Zweig laisse une liberté à son traducteur qui est très grande, qui est assez inédite. Parce que tout simplement, il lui dit dans les lettres aussi, Zweig a été traducteur lui-même, puisqu'il a traduit aussi des œuvres françaises en allemand. Donc il sait un peu la difficulté et les enjeux d'une traduction. Il sait aussi, et ça il le dit souvent, combien une mauvaise traduction peut empêcher la diffusion d'un livre, et il a l'honnêteté de dire à Alzire, voilà, c'est toi le traducteur, c'est toi qui connais ton public, qui connaît les habitudes du public français, qui sait ce qui va lui parler ou pas, qui sait les habitudes stylistiques qui sont les vôtres. Donc si tu estimes qu'il faut faire des coupes, parlement, parce que ça, oui, quand même. Voilà. Mais n'hésite pas. Et il y a une lettre où il dit en 35, c'est toujours bon de faire des coupes. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Oui, mais ce qui veut dire qu'on finit par avoir un document, un livre qui est presque à deux mains, quoi. Parce qu'il y a quand même de l'influence. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on dit la voix française de Stéphane Zweig. Et bon, il y a deux images avec l'un qui est derrière l'autre.
Bah oui, c'est vrai, parce qu'Alzire, il va y apporter quand même beaucoup. La traduction, elle apporte énormément. Oui, alors Alzire, parce que Stefan Zweig en allemand, et c'est pour ça que pour en revenir au début de mon propos, que je m'étais dit, mon Dieu, c'est pas le même. C'est pas le même. Il est quand même assez touffeux. Il fait des phrases qui font à peu près 3 lignes, voire 4, voire 5. Voilà, met souvent un verbe pour une phrase extrêmement longue et on est obligé de revenir au début pour savoir. Et donc Alzire, lui, voilà, va raccourcir ses phrases, va mettre des compléments, va donner une phrase un peu moins touffue et un peu moins longue, et surtout quand il s'agit de personnages français comme par exemple Marie-Antoinette, Marie Stuart ou Fouché, puisque là c'est des biographies françaises entre guillemets, il va adapter par rapport à Zweig et par rapport à son lectorat. Par exemple, il va pas quand il parle de Robespierre, il va pas dire Robespierre, il va dire l'incorruptible. Voilà. Donc il adapte quand même à son lecteur, et surtout quand Zweig, parce que Zweig est un très très grand adepte des métaphores. Il fait des métaphores à tire-larigot, et Alzire calme le jeu et redescend un petit peu plus sur terre. On voit que c'est quelque chose. Il connaît son ami, il sait que l'auteur autrichien est un peu un adepte de la chose, mais que le lecteur français, au bout de la 4e métaphore en 3 lignes. Il risque de décrocher un peu. Oui, mais ce qui veut dire que c'est quand même... Après, et le problème du style, par exemple, dedans, il y a des modifications énormes. Il y a des modifications. Alors, on ne peut pas parler d'infidélité parce que toutes les modifications ont été acceptées et relues par Zweig, puisque Zweig relit chaque traduction. Vraiment chaque. Lui ou un de ses amis intimes, Erwin Rieger. Et donc là, on ne peut pas parler d'infidélité, mais c'est sûr qu'Alzire a eu une liberté de manœuvre qu'envieraient peut-être beaucoup de traducteurs actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une rencontre, c'est Alzire qui a tout traduit, Stefan Zweig, ou après la mort? Bien sûr, il y a eu la mort, parce que là, j'ai vu d'autres textes qui viennent de ressortir, qui ont été traduits. Bon, bah là, Alzire, il n'est plus là. Alors, après la mort de Zweig, Alzire n'a plus... il y a eu des ouvrages qui sont passés, mais oui, jusqu'à la mort de Zweig, c'est lui qui a été le principal traducteur. Après, il s'est fait aider par Olivier Bournac. Alors oui, justement, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce personnage qui apparaît là. Oui, qui est là, alors Olivier Bournac, c'est aussi un pseudonyme. Il faut le savoir, en fait, il s'appelle Louis Anger. J'ai trouvé ça au détour d'une page d'un livre. Ça se savait pas du tout à l'époque. Et donc j'ai compris qu'il venait d'Agen en ayant fait des recherches. Et donc j'ai écrit au lycée Bernard Palissy d'Agen, où il a fait ses classes. Et en fait, c'était un professeur d'allemand. Donc lui était très, très intellectuel. Oui, il faisait de la traduction. Oui. Il a été professeur en Allemagne, professeur de français en Allemagne, à Greifswald. Et c'était un amoureux de l'Allemagne total. Et il a réussi à s'extraire, entre guillemets, d'Allemagne juste avant la déclaration de la guerre. Et en fait, il a été gazé pendant la guerre, qui a été très compliqué pour lui, psychologiquement, parce qu'il était attaché à l'un et à l'autre pays. Et il est mort en 1931 suite à tout ça. Et donc lui traduisait, ils ont été assez proches quand même. Alors oui, même si par exemple quand on prend la traduction il y a eu une traduction de Hermann von Keyserling du journal d'un philosophe. Et donc là, ils étaient tous les deux, comme dans beaucoup de traductions. Et dans l'introduction qu'a signé Hermann von Keyserling, il a rendu hommage à Alzire, aux deux, mais surtout à Alzire, en disant que c'était le directeur de la chose, entre guillemets. Donc oui, Olivier Bournac, ou Louis Anger, comme on veut, a été présent dans énormément de livres. Après, c'est toujours Alzire qui avait quand même la prééminence, et on le sent. Mais les deux s'entendaient très bien, et Alzire a dit dans une de ses lettres, mon Dieu, quelle affreuse année, puisqu'en 1931, Bournac s'éclipse et sa sœur Marie meurt. Ah oui, il lui fait beaucoup. Donc il y a un moment, il était quand même très 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 pris et très très triste. Mais alors, est-ce que quand même Alzire est là, et Stefan Zweig, il n'y avait pas des conflits, des moments, des désaccords? Si. Alors, il peut y avoir des désaccords. Les conflits avec Stefan Zweig, ça me paraît difficile, parce qu'il avait une personnalité
moi je dirais un peu mollassonne personnellement, mais il n'était pas dans le conflit ouvert, il était dans le désaccord. Alors, il y a eu tandis qu'Alzire, lui, il était dans le rentre-dedans, donc ça fait deux personnalités un peu... Il y a eu des conflits, notamment lorsque Zweig a voulu que Erwin, parce que Zweig n'avait pas tout le temps de relire matériellement les traductions, parce que il écrit quand même beaucoup. Et il avait quand même, donc à un moment il dit à Alzire, avec toutes les précautions oratoires qu'on peut imaginer, écoute, en gros j'ai pas le temps de m'occuper de ta traduction. C'est mon ami, son ami d'enfance, Erwin Rieger, qui était donc viennois comme lui, qui est traducteur, qui va venir avec toi pour la relire. Je laisse imaginer le bon qu'a fait Alzire, et en lui disant... c'est une remise en cause. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas content de ce que je fais ? Est-ce que tu ne me crois pas capable d'assurer, de faire la traduction ? Je veux bien que toi, tu me relises, parce que ça a été toujours notre accord, et c'est normal. Par contre, je ne reconnais pas à rigueur la légitimité de le faire. Et on voit que Zweig... essaye vraiment au fur et à mesure des lettres de calmer le jeu et de dire non mais c'est pas, je me suis trompé, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Et donc il va jusqu'à Alzire va jusqu'à dire, de toute façon moi je ne veux pas l'avoir auprès de moi, donc toi parce que Zweig s'offre quand même à lui payer à rigueur le voyage, et à ce qu'Alzire ne débourse rien pour que ça et en fait ça ne se fera jamais. Rieger ne va pas venir voir Alzire. Donc, oui, parce que là, c'est pratiquement inconcevable quand on voit le fonctionnement d'Alzire, que quelqu'un vienne vérifier. L'auteur, c'est normal, c'est pas un problème. Mais qu'un autre traducteur vienne pour juger du bouquin, c'est pas son personnage à lui. Non. Alors Olivier Bournac, il l'a accepté parce que je pense que c'était quelqu'un d'assez effacé, qui adorait l'Allemagne. Et puis les rencontres étaient peut-être différentes aussi. Mais pas quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, on le retrouve aussi quand Zweig lui dit, parce qu'il lui dit souvent, écoute, pour que ça aille plus vite, il faudrait que tu fasses appel à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, Alzire monte au rideau. Alors, il le fait, par exemple, avec Juliette Paris, pour traduire La guérison par l'esprit, pour traduire Sartre. Il le fait, mais il faut que ça vienne de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide. Et en fait, mais on voit que c'est lui qui garde la main dessus, et il n'y a pas intérêt. Oui, parce que Stéphane Zweig, de toute façon, avait une énorme production. Ah oui. Donc, sa production, fallait la fallait suivre. Et puis en plus, en fait, l'habitude qu'il avait, c'était d'envoyer à Alzire, au fur et à mesure qu'il écrivait, d'envoyer le manuscrit. Mais le problème, c'est que Zweig revoyait souvent son manuscrit, puisqu'il était en train de l'écrire, et donc il lui dit souvent, ah bah oui, mais ce que je t'ai envoyé, ça va pas, j'ai changé, c'est plus d'actualité, j'ai raccourci, parce que c'était aussi un adepte, j'ai concentré, lui c'est son grand mot, c'est concentré, concentré est nettement mieux d'ailleurs que raccourci. Oui, concentré, c'est vraiment son maître mot, donc voilà. Donc le texte que je t'ai envoyé n'est plus le texte que je veux voir écrit, donc il faut, donc remets-toi-y, allez hop, il est, voilà, donc c'est un peu compliqué à suivre parfois. Et Alzire, des fois, dit quoi, s'il te plaît, arrête de modifier. Oui, mais en plus, Alzire, il continue à traduire pour d'autres. Alors. Ah oui, il continue à traduire pour d'autres. Heinrich Mann, il continue. Heinrich Mann, c'est pas étonnant non plus. Voilà, non, mais tout ça est. Mais c'est pas étonnant. Tout ça est cohérent. Dans la famille Mann, il y a beaucoup de positions différentes. Voilà. Henrik Mann, c'est pas étonnant qu'il le traduise. Voilà. Thomas Mann, non. Donc, non. Il n'a jamais évoqué cette possibilité-là. Et donc, non, il n'arrête pas. Et je me demande comment il faisait, vu que les journées n'avaient que 24 heures. Et qu'en plus, à le dire, il faut le dire, à un moment, après, à l'Ouest Renouveau, donc au début des années 30, voilà, donc j'ai dit qu'il avait une déformation de la colonne vertébrale. Oui. Cette déformation le fait énormément souffrir à un moment. Il traduit couché, c'est-à-dire qu'il ne se lève même plus. Ah oui. Il ne peut plus marcher. On le porte. On le porte dès qu'il veut descendre, parce qu'il habite au 5e étage et qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc, il ne peut absolument plus marcher. C'est aussi un des moments très très sympathiques, parce qu'il explique à Zweig que voilà, il est alité.
Et Spike dit, mon Dieu, j'ai beaucoup de mal à imaginer mon Alzire extrêmement remuant et extrêmement énergique, couché. Mon Dieu, il faut absolument que tu viennes en cure pour essayer de t'enlever ces douleurs. Et le mieux, c'est que tu viennes près de chez nous, comme ça je peux veiller sur toi. Donc on voit un peu le côté, l'extrême proximité qui les liait. Et c'est pas que dans une lettre qu'il dit ça. Il lui dit dans plusieurs lettres, attention, ne t'adresse pas à un charlatan au niveau. Il te faut vraiment un médecin. Mais ça, c'était le côté précautionneux aussi de Stéphane Zweig. Voilà. Mais en même temps, ce qui est assez drôle, c'est qu'il lui dit, il faut que tu fasses attention, faut que tu ailles dans des lieux, faut que tu ailles au soleil pour prendre des forces, faut que tu viennes nous voir pour qu'on puisse être sûr que tu es bien, que tu es bien traité, que tu es bien soigné. Et en même temps, dans la même lettre, il va lui dire, bon alors t'en es où de la traduction, j'espère que tu pourras t'y mettre vite. Donc c'est assez drôle. Mais il y a des très très beaux passages d'amitié où il exhorte vraiment à faire attention à lui. Donc après, il y a Stéphane Zweig va se suicider avec sa femme d'ailleurs. Et comment a reçu la chose? Parce qu'ils sont arrivés à une proximité quand même très importante. Oui, qui à la fin de la vie de Spike était un petit peu moindre, puisque lui, il était plus loin déjà. Il est parti du Sud. En Angleterre d'abord, en Amérique du Sud ensuite, et à l'époque, le courrier n'était pas celui qu'il est actuellement. Donc il n'était pas Internet. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que donc les liens, la capacité de communiquer était quand même bien moindre, et on le voit à la fin, c'est un peu désolant d'ailleurs, parce que Spike reproche à Alzire de pas lui écrire ou il reçoit pas ses lettres, alors qu'Alzire, lui, il est encore dans son activité de traduction, il a son univers, et on voit que Spike, lui, était vraiment en demande, en disant, mais donne-moi des nouvelles, dis-moi comment ça marche, dis-moi ce que tu fais, et il devient même un peu, je dirais pas acariâtre, mais un peu, il pousse Alzire à lui dire, mais donne des nouvelles, et j'ai besoin de savoir comment ça marche, vu qu'il n'a plus de revenus aussi du côté de son pays d'origine. Il n'a plus de droit. On voit qu'au fur et à mesure, la correspondance, quand elle touche à sa fin, devient de plus en plus, on va dire, il devient de plus en plus omnibulé par sa situation financière, Spike. On le voit dans un tas de courriers. C'est au fur et à mesure. Mais c'est une relation assez traditionnelle avec les maisons d'édition aussi. Voilà, mais ce qui est les courriers de l'écrivain à l'éditeur, c'est un truc toujours extraordinaire. Voilà. Hein. Alors là, ce qui change un petit peu peut-être par rapport à ce duo-là, c'est que pour les relations avec les éditeurs, avec Grasset en particulier, puisque c'était sa maison d'édition phare, on va dire, c'est beaucoup Alzire qui faisait. Donc c'était énormément. Alzire était bien plus qu'un traducteur, c'était vraiment un agent, et c'est lui qui écrivait souvent avec Grasset pour dire voilà ce que veut l'auteur, voilà. Et c'est lui aussi qui signait certains contrats et pas de Spike. Oui, ce qui veut dire que leur éloignement, c'était aussi un éloignement par rapport à toute la vie française de ces. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment c'est compliqué de garder des liens, parce que Spike est de plus en plus pris par sa dépression, et devient un peu méfiant envers Alzire, auquel il dit voilà, moi je t'ai donné toujours des énormes droits, il faudrait que tu renonces il faudrait que tu baisses ta quote-part, parce que moi je n'ai plus de quoi vivre. Autant, si peut-être de quoi vivre, mais il avait tellement peur. Oui. Je pense que c'était vraiment psychologique. Oui, et puis il avait comme tu dis, c'est psychologique, parce qu'il avait la mentalité bourgeoise aussi par rapport à l'installation. En fait, il n'a jamais eu de problème d'argent, et ça le paniquait complètement d'en avoir, ce qui n'était pas du tout le cas d'Alzire. Et on le sent dans les lettres, il dit mais il faudrait que tu renonces il faudrait que tu baisses ton pourcentage, parce que voilà, j'étais extrêmement généreux, maintenant j'ai moins de rentrée d'argent, donc en gros
fait un effort et Alzire est un peu étonné. Dit mais pour l'instant il n'y a pas de problème, il y a pas péril en la demeure comme on dit. Donc ça et puis Zweig le prend pas bien. Et donc lui dit oui, mais tu vois dès qu'il y a un problème. Mais est-ce qu'il va y avoir vraiment rupture? Éloignement, pas vraiment rupture, parce que Zweig n'était pas quelqu'un avec qui on rompait. Mais par contre, pour la dernière lettre qu'on a, c'est quand même, voilà, j'aurais bien aimé que tu comprennes un peu plus ma situation. Et donc, je pense pas qu'il y ait eu rupture en tant que telle. Après, l'éloignement physique a fait que la communication n'a pas été possible autant que ça l'aurait été s'il avait été pas loin, quoi. Et donc, Alzire, justement, après cet éloignement, il va où? Parce qu'il continue quand même à faire des traductions pour tout le monde, mais est-ce qu'il en fait autant pour Stefan Zweig? Il en fait plus, même pour Stefan Zweig, parce que... Oui, donc il le fait quand même. Oui, parce que... Ah oui. Parce qu'après, ce sont ses héritiers qui reprennent... et que les héritiers ne connaissent pas trop le monde de l'édition. Et donc là, c'est Alzire qui fait tout. C'est-à-dire qu'il traduit. Donc il continue. Il continue. Il fait même plus que traduire parce que, par exemple, il prend un des derniers livres de Stefan Zweig et où il y a une vingtaine de petits récits. Et il en fait un livre français à part entière où il choisit les récits qu'il va prendre. Et c'est un livre qui s'intitule Dernier message. Voilà, donc c'est les derniers. Oui, donc il fait pratiquement boulot d'éditeur là. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est et dans sa correspondance avec Manfred Allmann, qui est l'héritier de Zweig, il dit mais vous vous rendez. Parce que Altman le remercie de toute son activité. Et il lui dit, mais vous vous rendez pas compte? Ce livre-là, je l'ai créé de toutes pièces, puisque par rapport au livre de Stéphane, puisqu'il appelle Stéphane, je n'ai pris que certains... Oui, il a fait un choix éditorial. Il a fait un choix éditorial, il a traduit tous les textes qu'il a choisis, et il a vu tout ce qu'on peut voir pour un livre, comment le composer, tout ça. Donc, c'est vraiment... Au contraire, à la mort de Zweig, Alzire, je pense, a reçu un énorme choc et se considère quelque part comme le légataire, l'héritier spirituel de toute façon. Voilà, c'est ce qu'il dit aussi à Manfred Allmann, voilà, Stéphane voulait ça, je ferai tout pour assurer que sa volonté soit respectée. Donc, après sa mort, au contraire, tous les griefs, entre guillemets, là, ça s'effacent pour laisser place à un activisme énorme. Il a dû travailler vraiment énormément pour assurer que Stefan Zweig vive encore. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien que tu nous parles quand même de la Légion d'honneur. Parce que là, c'est un peu gonflé. La Légion d'honneur à Alzire, là, c'est quand même étonnant. Ah oui, ça fait partie. Je pense qu'Alzire, à la fin, ça n'engage que moi. À la fin de sa vie, il est quand même conscient de ce qu'il a fait et de son parcours qui est quand même assez atypique et assez. Moi, j'admire. Je suis pas objective, mais j'admire beaucoup. Et en fait, il a un ami qui est député. Et je pense que c'est lui qui l'a proposé parce mais beaucoup de camarades lui ont reproché d'accepter cette décoration et je pense qu'Alzire n'était pas si mécontent que ça qu'on reconnaisse le petit égo, ça fait toujours du bien. Voilà, on voit dans sa correspondance qu'il dit oui, après tout j'aurais pas pensé tout seul mais puisque vous y pensez pour moi allons-y. Ok, merci beaucoup. Donc, je rappelle le livre, c'est Anneliese de Laat, Alzire est là, la voix française de Stefan Zweig, aux éditions Éric Jamet, éditeur. Puis, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Merci. C'était un plaisir. Maintenant, on va se mettre un peu de musique pour nous joindre, le 01 43 71 89 40.